Voici l'homme qui aurait fait de Donald Trump le président des États-Unis. Aujourd'hui, Steve Bannon roule pour lui et veut détruire l'Union européenne. L'histoire est de notre côté. Steve Bannon veut tirer parti du soulèvement contre l'injustice sociale. Les Gilets jaunes sont les gens les plus solides, les plus réalistes et les plus décents au monde. Il est financé par de mystérieux milliardaires. C'est un millionnaire qui vit au milieu des milliardaires. Et il sait faire de la propagande à travers votre téléphone portable. C'est quelqu'un qui maîtrise la technologie numérique. Bannon sera en Europe pendant la campagne des élections européennes. Il veut faire triompher le national-populisme. Mais c'est quoi le national-populisme? Comment va-t-il s'y prendre? Qui le finance? Enquête sur un agent d'influence. Le 8 décembre 2018, deux événements simultanés ont lieu. L'un à Paris, l'autre à Bruxelles. À Paris, les Gilets jaunes lancent leur acte numéro 4. Nous, on est des travailleurs, on est des ouvriers. On travaille pour la France, pour son sauveur pays. Liberté, égalité, fraternité. Au même moment, à Bruxelles, Marine Le Pen préside une conférence contre ce qu'on appelle le pacte des migrations de Marrakech. Il doit être signé aux Nations Unies dans 3 jours. We have to protect our Europe and stop the UN Suicide Pact for a Europe of nations and freedom. Une question sur les Gilets jaunes? Qu'est-ce que vous pensez du mouvement des Gilets jaunes et de ce qui se passe à Paris? Les travailleurs de France se sont soulevés pour protester. Ils se soulèvent pour se défendre et ils ont raison. L'Américain est l'invité d'honneur. Dans son site ultra-conservateur, Breitbart News, il a été le premier à affirmer que le pacte allait ouvrir grand les frontières à une marée de migrants. Il en a fait un redoutable argument électoral. Alors que nous allions rentrer dans la salle, le service d'ordre annule notre accréditation. J'ai téléphoné la porte-parole de Madame Le Pen. Ah, c'est Madame Le Pen qui décide? Mais non, c'est pas Madame Le Pen qui décide, mais c'est elle qui nous a dit. Donc c'est elle qui décide? Que vous n'êtes pas accrédité chez donc c'est Madame Le Pen qui décide au Parlement? Non, c'est pas Madame Le Pen, c'est monsieur... C'est monsieur Thibault. Allez, go. Regardez, c'est écrit sur le mail. Là. Regarde. Oui, je sais, c'était une erreur. Mais non, mais c'est pas professionnel, monsieur, vous pouvez pas dire je m'excuse. Heureusement, des confrères vont filmer pour nous, à l'intérieur. Les 10 et 11 décembre 2018, des dirigeants européens et mondiaux se retrouveront à Marrakech pour signer le pacte des migrations mondiales et qui est en réalité, pour nous autres pays européens, le pacte de la submersion mondiale. Au même moment à Paris, les premiers affrontements éclatent. Tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais. À Bruxelles, Steve Bannon monte à la tribune. Dès les premiers mots, il amalgame la colère des Gilets jaunes à un sentiment anti-migrant. Paris brûle, Londres est en crise. Et le pacte des migrations de Marrakech est mort avant d'avoir été signé. En pleine crise des Gilets jaunes, l'extrême droite a bombardé les réseaux sociaux avec des propos outranciers, voire délirants, contre le pacte diabolique, comme l'appelle Marine Le Pen. Dans les débats télévisés, les Gilets jaunes sont venus parler de leur colère sociale.
Mais au détour d'une phrase, on voit que la rumeur a fait son œuvre. Monsieur Macron, il a qu'à se bouger. Et plutôt que d'aller partir signer un truc à l'ONU qu'on n'a même pas approché, d'ailleurs qu'on sait même pas trop ce que c'est, comment on va être mangé là-dessus. Bon, et encore ça. De quoi vous parlez? C'est-à-dire, attendez, il de va quoi vous signer parlez? un truc à l'ONU à Marrakech, non? C'est-à-dire, c'est quoi? Je sais pas, nous on comprend pas ce que c'est. Alors, c'est sur l'immigration, je sais pas quoi. Alors, après, c'est ça, de laisser son siège. On parle beaucoup de ça, les gens ont peur de ça, mais... l'ONU. Ouais. L'ONU, il y a un truc et nous on sait pas ce que c'est. Ah, Donc c'est pas- apparemment, il va vous devez être un petit peu au courant quand même. Sur Facebook, le 3 décembre, deux figures très suivies des Gilets jaunes, Éric Drouet et Maxime Nicole, avaient exprimé la même inquiétude floue, avec un chiffre sorti de nulle part. Et l'histoire de l'ONU, c'est il veut signer un pacte pour accueillir 480 millions de migrants sur 8 pays différents et donner la place de siège permanent à l'ONU à quelqu'un d'autre. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et bah là, s'il fait ça, il vend la France carrément. 480 millions de migrants, le chiffre est fou, mais il circule. Le 8 décembre, pendant la manifestation, nous avons testé le degré de pénétration de la rumeur de Marrakech. Qu'est-ce qui vous inquiète? L'immigration, trop d'immigrés. Déjà, nous, on a du mal déjà à s'en sortir et vous voulez que les immigrés arrivent. On va faire comment? On rentre tous chez nous dans nos pays et les immigrés restent ici? C'est pas possible. Déjà, nous, on n'a pas de boulot. Le pacte de Marrakech, ça vous a impacté? Non, pas vraiment. J'ai pas suivi cette affaire. J'ai vraiment pas suivi cette affaire. La rumeur n'a pris qu'à moitié chez des gens soumis à une grande inquiétude sociale. On a marre. On travaille, on paye. Arrive à un moment donné, faut arrêter. On gagne que dalle. C'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les poches et le peuple commence à en avoir marre. C'est tout. Au fil des semaines, la rumeur de Marrakech s'est dégonflée. 5 mois après la signature du pacte, les 480 millions de migrants se sont révélés être une fake news. Contrairement à ce que racontait la rumeur, le pacte n'ouvre pas les frontières. Il invite juste les États à traiter les migrants avec humanité, les protéger contre la haine et le racisme. Une déclaration sans contrainte, comme les Nations Unies en font signer des dizaines, la plupart sans effet. Mais une rumeur incendiaire est souvent efficace pour influencer le vote d'une population fragile. Celui qui a allumé la mèche 1 an auparavant, c'est Steve Bannon. C'est l'une de mes plus grandes fiertés. Le rejet par les États-Unis, et nous étions les premiers, du pacte global sur les migrations de Marrakech. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Influencer des électeurs, Steve Bannon l'a déjà fait. Il passe pour celui qui a fait élire Donald Trump aux États-Unis. Son arme secrète aura été Cambridge Analytica. Cette firme se vantait de convaincre les électeurs en les ciblant un par un. Pendant la campagne Trump, ils avaient utilisé des données personnelles récupérées sur Facebook de dizaines de millions d'électeurs américains. Leurs mails, leurs origines ethniques, leurs préférences sexuelles. Ils les ont ensuite soumis à des rafales de messages ciblés, dont certains n'étaient pas signés. Paul Lewis, un journaliste du Guardian, a suivi la trajectoire de Bannon. Je pense que Bannon est un maître pour jouer avec les médias. C'est un personnage central dans la création de Cambridge Analytica, la firme d'analyse de données. Il sait comment fonctionne la technologie numérique, et c'est très différent des campagnes politiques traditionnelles. La campagne de Trump sur Internet a été très violente contre Hillary Clinton. Il y a eu les messages signés, portés par Cambridge Analytica, comme celui-ci, affirmant que Hillary Clinton dirigeait une entreprise criminelle. Des donations majeures de pays étrangers quand Hillary Clinton était ministre d'État. Les Clinton gèrent l'équivalent d'une organisation criminelle. Hillary Clinton, l'entreprise criminelle la plus réussie de tous les temps. Et puis, il y a eu des messages portés par des comptes bidons. Ainsi, ce vidéoclip, il laissait croire qu'Hillary Clinton souhaitait que la police tue des Noirs.
D'abord, nous devons les mater. Le but était de décourager les Noirs, électeurs traditionnellement démocrates, de sortir de chez eux pour aller voter Clinton. Cette soi-disant militante noire qui envoie le message n'existe pas. C'est une manipulation. Et Cambridge Analytica est soupçonné d'avoir aidé à la propager. En novembre 2016, Donald Trump est élu. Bannon devient son conseiller le plus proche. Puis le président américain aurait pris ombrage de son trop grand pouvoir et l'a renvoyé. Depuis, Bannon s'est choisi une nouvelle croisade, l'Europe. J'ai passé 4 mois à suivre Bannon à travers l'Europe. Et la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il voulait planter un pieu dans le cœur de l'Europe. Bannon parle toujours par hyperbole, il exagère. C'est ainsi qu'il assure sa promotion et la viralité de ses déclarations. Bannon tente de gagner le maximum d'influence au sein de la droite nationaliste européenne. Il s'est rapproché de Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, ou encore du Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Et il est l'invité d'honneur au congrès du Front National en mars 2018. L'histoire est avec nous et va nous mener de victoire en victoire. La technologie est dans le camp de la liberté. Nous avons les outils pour gagner. Les moyens technologiques de gagner. Comment Steve Bannon allait-il aider Marine Le Pen à mener la campagne des Européennes? Avec quelle méthode exactement? C'est ce que nous avons essayé de savoir à Strasbourg, le 15 avril, quand elle a présenté son programme. Une nouvelle porte s'est ouverte devant nous, à notre grande joie. Nous voyons émerger des alliés avec qui nous pourrions changer profondément l'organisation européenne de l'intérieur. Avant, nous n'avions pas beaucoup de choix, nous étions assez seuls. Par conséquent, les deux seuls choix possibles, c'était se soumettre à l'Union européenne ou en sortir. Bonjour, on vous a beaucoup vu avec Steve Bannon. Quel genre d'aide vous attendez du stratège américain? Alors, on m'a beaucoup vu avec Steve Bannon, oui, enfin, on m'a vu avec Steve Bannon, oui. Moi, je considère que les grands bouleversements qui sont en train de traverser l'Europe sont en réalité des grands bouleversements mondiaux. Et qu'il est très important de pouvoir constituer au sein d'une structure telle que celle que Steve Bannon nous a suggérée, c'est-à-dire une fondation, les moyens de se rencontrer. Madame Le Pen, moi je vous poser une question sur comment il peut vous aider à gagner, Bannon, avec quelle méthode? Il n'a jamais été question qu'il nous aide à gagner c'est ce qu'il vous a dit. Aux européennes. Hein. C'est ce qu'il a dit publiquement. Très certainement, il a des compétences et il pourra nous en faire profiter d'ailleurs sur le plan des campagnes politiques sur Internet. C'est ça que je parlais en fait. Oui, non, mais très certainement. Ouais. Donc qu'il ait des grandes compétences, bien sûr, et qu'il ait d'une grande expertise. J'en suis absolument convaincu et on en profitera autant qu'on le peut. Nous allons découvrir comment Steve Bannon compte vraiment venir en aide au Rassemblement national. Alison Kleeman est réalisatrice. Steve Bannon l'a autorisée à le suivre pendant 1 an, toute seule, avec sa caméra. Son film, The Brink, au bord du précipice, est un document exceptionnel qui nous emmène dans la coulisse de Steve Bannon. C'est ainsi que nous allons retrouver à Londres, dans une réunion très discrète, Louis Alliot, compagnon de Marine Le Pen, et numéro 2 du parti. À l'été 2018, Steve Bannon s'est installé dans cet hôtel de luxe londonien, le Browns. C'est là qu'il rencontre 2 dirigeants du Rassemblement national. Louis Alliot et Jérôme Rivière, chargés des questions internationales. Les fenêtres sont condamnées. Salut les gars, ça va? How you doing? Hey.
Content de vous revoir. On peut ouvrir les fenêtres? Non. Pourquoi? Ça donne sur la rue. Oh mon Dieu. Quand je suis entrée derrière lui, il y avait ces deux messieurs, des Français, Louis Alliot et Jérôme Rivière, deux dirigeants du Rassemblement national. Contrairement à d'autres rencontres auxquelles j'ai assisté, celle-ci était vraiment importante. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il venait le voir comme consultant. Très rapidement, Jérôme Rivière et Louis Alliot lui ont parlé argent. Je crois que c'était vraiment pour ça qu'ils venaient le voir. On passe aux finances. Vous avez les documents? Oui, on les a, c'est plus facile. Ils avaient des papiers, des classeurs. Et quand ils ont commencé à les examiner, c'est là qu'ils m'ont demandé de quitter la pièce. Les 2 millions d'euros, ça correspond à vos frais pour juillet et août? On peut parler de tout ça. T'as besoin d'autre chose? Steve Bannon va-t-il financer la campagne européenne du Rassemblement national? Depuis 2018, la loi interdit les dons et emprunts venus de l'étranger pour un parti politique français. Ceci pour éviter toute ingérence étrangère. C'est Jérôme Rivière qui gère le dossier. Nous essayons de le joindre, mais il ne répond pas à nos messages. Quant à Steve Bannon, il nous fait lanterner depuis 2 mois. Nous apprenons qu'il se trouve à Rome en avril, pour les élections européennes. Ici, Bannon a un statut de rockstar auprès des journalistes. L'Américain enchaîne les événements, débats, conférences. Scusate, non mi fate fare sta cosa. Parmi ceux qui l'attendent patiemment, nous allons apercevoir Jérôme Rivière, le dirigeant du Rassemblement national qui se trouvait justement à la réunion secrète de Londres. C'est l'occasion ou jamais de lui demander quelles sont les relations financières entre l'Américain et le Rassemblement national. Monsieur Rivière ? Oui. Bonjour, Paul Moreira, je vous ai envoyé plusieurs messages, vous m'avez répondu. On fait un sujet pour envoyer spécial sur Bannon en France, ouais, etc. Et on voulait vous interviewer, on vous a vu dans le documentaire de Brink, vous parlez argent, tout ça, donc on était intéressés par cet aspect des choses, quoi. J'ai pas répondu, c'est qu'il n'y avait sans doute pas d'objet à... Je sais pas, quel est le... Bah, je sais pas, dans la séquence du reportage, on parle de 2 millions d'euros. On parle de quoi ? 2 millions d'euros, ils vous demandent combien vous avez dépensé. Ils ont parlé, on échangeait sur les finances des campagnes précédentes, sans doute. Ouais. Je ne sais pas, j'ai souvenir de l'avoir vu à Londres et sans aucun. Qu'est-ce que vous cherchez chez lui Parce que d'abord, c'est un peu le symbole de la victoire de Donald Trump. Ouais. Il y a par exemple des sujets sur lesquels ils ont une expérience folle qui sont les réseaux sociaux. Voilà. Avec la différence, c'est que par exemple, on a découvert, c'est ce qui est intéressant, c'est que la politique américaine n'a rien à voir avec la politique française. Par exemple, aux États-Unis, ils utilisent beaucoup les fichiers des électeurs, parce que c'est à disposition. En France, c'est pas à disposition du tout de la même façon. Donc il y a des expériences qu'on ne peut pas partager. Il a cet avantage d'être un non-européen, donc il n'est pas impliqué dans la politique politicienne. Ah, sauf s'il vous donne de l'argent. Non, mais il ne nous donne pas d'argent. Il ne donne pas d'argent. Vous en avez discuté, mais il ne vous donne pas d'argent. On a parlé du financement des partis parce que ça l'intéresse de savoir comment... Vous savez, par exemple, quand vous parlez d'achat de données, ça coûte très cher. Donc on lui explique, d'une part, on n'a pas le droit, d'autre part, ça coûte extrêmement cher. L'achat de données personnelles, c'est précisément la méthode Cambridge Analytica. Une possibilité illégale, mais tentante, apparemment. Jérôme Rivière repart en voiture avec Steve Bannon. Il est venu pour une rencontre en tête-à-tête. Ce rendez-vous a lieu à l'Hôtel de Russie. C'est là qu'après des mois d'attente, Steve Bannon accepte enfin de nous parler. Son staff ne nous a imposé qu'une seule condition, la place de la caméra. Vous êtes prêts ? Pas question de filmer la chambre du leader national populiste, la magnifique suite Nijinsky, la plus chère de l'hôtel, 15 000 € par jour.
On a vu un documentaire fascinant sur vous, The Brink, dans lequel on voit cette scène incroyable où vous rencontrez deux dirigeants du Rassemblement national avec qui vous parlez argent. Alors on voudrait savoir, c'est quoi cette histoire de finances? Je n'ai rien à cacher. Tous ces partis, comme la Ligue en Italie ou d'autres en Europe, ont une culture très différente des États-Unis. Ils ne savent pas lever des fonds, que ce soit des petits donateurs ou des gros. Il est de notoriété publique depuis quelques années que le Rassemblement national a emprunté de l'argent à une banque en Russie. Ils m'ont contacté en me disant « Hey, comment pensez-vous qu'on puisse rembourser ce prêt ?» Je leur ai donné quelques idées. Il n'y a rien de mal. Ils veulent rembourser cet emprunt aux Russes et obtenir d'autres financements. Tout ce que j'ai fait avec eux, comme avec d'autres, comme je le fais aux États-Unis, c'est dire « Voilà mes propositions. Soit vous refinancez vos emprunts, soit vous levez des fonds chez des donateurs ou des petits donateurs. » Alors il n'y aura pas d'argent américain de donateurs inconnus dans les caisses du Rassemblement national? Non, non, non. Non. Parce que c'est ce qu'on pourrait croire en voyant le film. Non. Pourtant, si l'on en croit Allison, la cinéaste, c'est bien de financement qu'il parlait. Lorsqu'elle revient dans la pièce, elle assiste à la fin de la conversation. Quand je suis revenue dans la pièce, ils terminaient leur réunion. Bannon leur a dit « Revenez dans quelques jours, on en reparle et on appelle mes gars. » Vous pouvez rester samedi soir, comme ça on pourrait aussi travailler dimanche? Ouais, pas de problème. On appellera mes gars pour leur parler de notre projet. Ok. Bannon parle souvent de ses gars, c'est un terme général. Les gens qu'il finance, quoi. C'est ce que j'ai compris. Parce qu'il a dit « On parlera aux gars au téléphone. Ils sont à Jackson Hole, ils pêchent à la mouche. » On les appelle samedi soir? Non, mais là, ils sont à Jackson Hole. Ils pêchent à la mouche. Ah, ils sont à Jackson Hole. Jackson Hole est une charmante villégiature du Wyoming, très prisée par les ultra-riches américains. Reste à savoir qui sont ces mystérieux amoureux de la pêche à la mouche. D'après Allison, ce seraient des donateurs. En assemblant les pièces du puzzle, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de politique européenne, mais qu'il s'agissait d'argent. Quand il dit « on parlera au téléphone et on va essayer de vous aider », c'était clair pour moi que dans cette réunion, ils parlaient de stratégie politique, pas de la campagne média, mais ils ont surtout parlé argent. C'était ça l'expertise que Bannon pouvait leur apporter. On sait qu'il y a des milliardaires américains derrière le projet de Steve Bannon. Mais il est difficile de savoir qui et quel est leur intérêt. Quand est-ce qu'on connaîtra les noms des milliardaires qui financent le mouvement national populiste? Quand ces milliardaires décideront de se montrer. Pour le moment, ce ne sont pas des donateurs publics. La plupart de mes donateurs sont des gens qui sont, comme moi, d'origine modeste. Qui, par exemple? Ouais, je ne dévoile pas mes donateurs. S'ils veulent le faire, ils le peuvent. Nous sommes pour les petites gens contre les grandes entreprises. Il y a trop de concentration de pouvoir dans l'économie. Il y a un nouveau système féodal, surtout pour les jeunes. C'est ce que je dis aux donateurs. Vous allez perdre toute une génération. Les jeunes aujourd'hui, en voyant ce capitalisme néo-féodal, ils se disent que le socialisme, c'est mieux. Et ils se précipitent vers ces idées socialistes. C'est ce qu'on voit aux États-Unis en ce moment. Près de 50% des jeunes pensent qu'on devrait donner une chance au socialisme. Et moi, je dis aux donateurs qu'ils ont toutes les raisons de le penser. Voilà donc l'argument que Steve Bannon sert à ceux qui lui donnent de l'argent. Un scénario catastrophe qu'il développe dans ses propres films de propagande. C'est moi et mon national-populisme, ou bien le retour des rouges. Personne ne devrait croire à sa rhétorique populiste. Quand vous voyez avec qui il passe ses journées, qui finance ses activités, on voit clairement à qui il sert la soupe, pas aux petites gens. Bannon se vante souvent de n'avoir aucun problème à trouver des donateurs. Il connaît beaucoup de monde, des types des fonds spéculatifs. C'est ce qu'il dit toujours. Nous savons qui est le dernier bienfaiteur connu de Bannon. Il s'appelle Robert Mercer.
Il le financera jusqu'en 2017. Il existe très peu de photos de Mercer. C'est un milliardaire, spéculateur, et il fut le premier donateur de la campagne Trump. Et c'est grâce à la fortune de Mercer que Bannon prend la tête du site de propagande ultralibéral Breitbart News. Et dans son journal, on ne prend pas souvent le parti des petites gens. Breitbart veut baisser les impôts des riches et surtout multiplie les attaques contre les aides sociales pour les pauvres. L'aide sociale en Suède finance l'État islamique. L'aide sociale à New York est dépensée dans des clubs de striptease. L'aide sociale provoque la mort chez les trentenaires. Des positions pas très proches du peuple pour quelqu'un qui se dit populiste. C'est très étrange parce que vous avez dirigé Breitbart News pendant des années et que les attaques contre l'État-providence étaient quotidiennes. C'était presque une obsession. Non, pas contre l'État-providence en tant que tel, pas contre ceux qui en ont besoin. Ce qu'on refuse, c'est un État-providence étendu. On refuse un contrôle accru de l'État. Si vous déconstruisez l'État, ça aide les entrepreneurs, ça donne des opportunités pour entreprendre et ça crée des emplois. Parlons de ce qui inquiète parfois le public européen quand on prononce le nom de Steve Bannon. Le spectre qui hante l'Europe. Ouais. Il y a une méthode, Steve Bannon. C'est lié à Cambridge Analytica, à la prise de contrôle du cerveau des gens avec des messages qui ne sont pas tout à fait vrais. Bon, certains ont fait de moi un méchant digne d'un film de James Bond. Le type le plus brillant de la planète. Moi, je me dis, qui c'est ce type formidable qui a fait ceci, cela en 2012-2013 ? C'est n'importe quoi. Bannon joue les modestes, mais il a déjà été actif en Europe, en 2016, avec succès. C'était pendant la campagne de référendum du Royaume-Uni pour la sortie de l'Union européenne, le Brexit. Les députés britanniques ont décelé sa trace auprès du groupe de propagande du parti UKIP, lié à l'extrême droite. 3 ans plus tard, les députés ont lancé une commission d'enquête sur les fake news pendant le Brexit. Ils entendent notamment les 2 leaders de la campagne Internet du parti UKIP. Ceux-ci ont multiplié les vidéos non signées, envoyées à des millions d'électeurs. Des vidéos comme celle-ci. Êtes-vous préoccupé par la sécurité de nos frontières? Vous avez le choix. C'est Steve Bannon qui vous a mis en contact avec Cambridge Analytica, n'est-ce pas? Le premier contact a été fait par Steve Bannon. Ils nous ont démarchés, mais dans votre rapport, il n'y a aucune preuve que nous avons vraiment travaillé ensemble, et c'est le cas. L'Europe n'est pas ce qui a le mieux marché. Je suis désolé. Vous avez eu une 40aine d'années pour essayer de la construire, et ça ne marche pas. Quel a été le rôle de Bannon et de Cambridge Analytica pendant la campagne pour le Brexit? Nous étions des partisans du parti UKIP et du Brexit, des partisans affirmés de ce mouvement anti-Union européenne. Cambridge Analytica, du moins à travers les preuves qui ont été montrées, n'a jamais travaillé pour la campagne officielle pour le Brexit. Même s'il n'y a pas eu de contrat formel, l'enquête parlementaire britannique a établi que les contacts étaient constants et proches entre Bannon et les partisans du Brexit. Ce n'est pas un secret, il y avait une relation, des contacts entre les gens du Brexit, Aaron Banks ou Farage, et Steve Bannon et la campagne pour Trump. C'est très clair. Ce que les emails montrent, c'est que ces contacts ont commencé très tôt. Il ne s'agissait pas seulement d'échanger des idées, on parlait de technologies de campagne, les plus poussées du moment. La commission d'enquête parlementaire est fascinante. Les 2 hommes du UKIP sont venus de leur plein gré. Ils triomphent et ne reculent pas devant un peu de cynisme arrogant. Ils ont gagné grâce à une stratégie de l'incendie volontaire qui ressemble fort à celle de Steve Bannon. La seule critique que vous pouvez nous faire, c'est qu'on choisissait des sujets qui nous faisaient décoller. Sur les réseaux sociaux, c'est comme un feu de broussaille. Ça prend d'un seul coup et ça s'étend.
Notre talent, c'était d'allumer des feux et ensuite de les attiser avec un ventilateur géant. La question des migrants était la première à mettre le feu. On avait compris la colère. Est-ce que parfois on a exagéré? Probablement. Dans le clip anonyme qu'ils ont massivement diffusé, il y a une fake news qui saute aux yeux. Cette scène insupportable. Elle est présentée comme des migrants emmenant une femme dans le métro, en Allemagne. Nous avons retrouvé les images originales. Cette scène n'a jamais eu lieu en Allemagne, mais en Égypte, au Caire, pendant le printemps arabe. Les inscriptions en arabe avaient été rendues invisibles. Le vote pour le Brexit ne reposait pas exclusivement sur la xénophobie. Mais la peur des migrants a été exagérée jusqu'au mensonge par les amis de Bannon. Et cette stratégie délibérée a fini par payer dans les urnes. Pour se faire entendre, pour faire du bruit, il faut faire certaines choses pour capturer l'attention. Et est-ce que ça inclut l'utilisation de fake news pour faire peur aux gens? C'est quoi les fake news? Avec tout le respect que je vous dois, tous les politiciens présentent les choses pour qu'elles fassent le maximum de bruit. Alors si c'est ça les fake news, alors oui, c'est ce qu'on faisait. Au bout de 2 heures d'audition, Aaron Banks a estimé qu'il en avait assez dit. Il s'est levé et il est parti déjeuner. Quelle que soit leur méthode, ils ont gagné. Les Anglais ont voté pour la sortie de l'Europe. Aaron Banks et ses amis ont même été invités à rencontrer le tout nouveau président américain, Donald Trump. Steve Bannon va-t-il jouer un rôle de conseiller comparable pendant les élections européennes? Après notre interview, Alison Kleeman a fouillé dans les images qu'elle n'a pas utilisées pour son documentaire. Elle y a retrouvé une conversation étonnante. On y voit les 2 émissaires de Marine Le Pen proposer à Steve Bannon de participer à des réunions secrètes avec des hauts fonctionnaires français. On a un groupe qui se réunit tous les mardis. Ce serait intéressant que vous les rencontriez. Absolument. Tous les mardis à Paris? Et c'est avec qui? C'est une réunion avec Marine. C'est des gens qui veulent rester anonymes. Des ambassadeurs, des préfets, des gens vraiment au cœur du gouvernement qui nous soutiennent, mais qui ne veulent pas être reconnus publiquement. Les autres travaillent sur le programme. Super. Nous avons contacté le dirigeant du Rassemblement national, Louis Alliot. Il ne souhaite pas donner d'interview, mais il nous répond par mail. Comment voulez-vous que j'invite à participer à des réunions hebdomadaires Monsieur Bannon, surtout avec des hauts fonctionnaires? Dans quel but? Alors qu'il passe le plus clair de son temps dans les avions en parcourant le monde. C'est grotesque. En Allemagne, en Belgique, en Espagne, Steve Bannon, l'homme pressé du national-populisme, multiplie ses contacts. Il est déjà en Europe et il compte bien marquer l'histoire.